BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour, effectivement, on vous fait découvrir les nouveaux développements, les avancées de cet écosystème Web3 et crypto grâce aux meilleurs experts. Lilian Aliaga nous rejoint pour Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver. On va aussi vous faire vivre, à vous tous qui nous suivez, le Web3 Leaders Forum qui a lieu en ce moment à Paris, organisé par l'ADAN. Notre envoyé spécial, Amaury de Tonquédec, sera tout à l'heure avec l'un des leaders français de l'écosystème. Un des leaders français, un des pionniers les plus connus même à l'échelle mondiale. On laisse planer le suspense et on retrouvera donc Amaury sur place dans quelques instants. Et puis c'est l'un de nos meilleurs buteurs pour ce qui concerne l'analyse technique. Vincent Bois est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Depuis IG, on est ravis de vous retrouver. Comment va le Bitcoin ? On voit que les marchés actions restent relativement solides. Du côté du Bitcoin, on a lâché il y a quelques heures, quelques jours à peine, les 30 000. On est à 29 847 $ aujourd'hui. Oui, en effet. Donc, on est toujours dans ce range d'hésitation, mais on en parlait lundi. Eh bien, la configuration, la liquidité est plutôt vers une poursuite ou une correction. Pour le moment, eh bien, il y a un certain plancher extrêmement important sur les 29 500, 30 000 $ qu'il est difficile à franchir. Donc, un scénario tout de même plutôt de correction, sans remettre en cause la tendance haussière de fond, mais tout de même un retour en arrière de 5 à 6% qu'on évoquait lundi vers ce seuil des 28 000 $ qui probablement permettra ensuite un rebond. Mais actuellement, et depuis lundi et même à plus court terme aujourd'hui, ce nouvel échec sous les 30 000 $, eh bien, cela confirme plutôt d'avoir une correction un peu plus importante, mais il faut casser ce plancher actuel sur les 29 500 qui permettrait justement cette accélération en restant modéré et je le disais sans remettre en cause la tendance haussière de fond, mais retourner sur les 28 000 $ actuels. Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que le Bitcoin recule un tout petit peu, rien de très méchant quand même, on va relativiser les choses effectivement. En tout cas, le Bitcoin recule un peu, ce qui n'est pas le cas de l'Ether. L'Ether progresse un tout petit peu, on reconquiert à l'instant les 1 900 $ sur l'Ether. Alors oui, l'Ether a tenté il y a quelques jours d'aller chercher à nouveau le dépassement des 2 000 $, un nouvel échec. Et on en parlait également il y a quelques jours, eh bien c'est 1 930 $ plutôt que l'on surveille au-delà du seuil psychologique des 1 900 $ actuellement. C'est 1 930 $, nouvel échec à le franchir de la même façon dernièrement, et donc qui confirme, pareil, eh bien une correction, mais qui resterait minime pour le moment, sans remettre en cause cette tendance actuelle, et d'aller chercher eh bien les 1 800, 1 820 $. Donc il se maintient un peu plus, mais pour le moment, eh bien la configuration reste la même, d'une correction qui reste pour le moment à modérer, mais d'aller chercher nos 1 800, 1 820 $, tant qu'on est justement en échec sous nos 1 930 $. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Vincent Bois depuis IG. Merci. En direct et une grosse actu aujourd'hui pour l'écosystème crypto. Ça y est, Lilian, on connaît l'heureux élu, la toute première société à décrocher l'agrément PSAN. C'est le plus haut niveau de réglementation, on rappelle, en Europe concernant les cryptos. L'heureux élu et Forge, la branche blockchain de Société Générale, obtient l'agrément. C'est fait. Ouais, énorme actualité. J'étais ce matin au Web3 Leaders Forum justement de la DAN. Tout le monde parlait de ce sujet et c'est tout à fait normal. C'est donc la première entreprise française qui obtient l'agrément PSAN. C'est SG Forge, donc comme vous le disiez, la filiale de la Société Générale qui est dédiée notamment à la blockchain. Pourquoi est-ce que c'est une si grosse actualité ? Il faut revenir finalement sur la définition de ce que c'est qu'un PSAN. PSAN, c'est un statut qui est délivré par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, ça veut dire prestataire de services sur actifs numériques, et ça permet aux entreprises qui le détiennent de pouvoir proposer des services finalement aux investisseurs français dans le domaine des cryptos. Le PSAN, il y en a deux types, l'enregistrement dans un premier temps, donc c'est obligatoire pour pouvoir justement faire tout ce que je viens de vous expliquer. Il y a à peu près 70 entreprises en France qui le détiennent, et c'est le premier niveau. Le deuxième niveau est beaucoup plus compliqué à obtenir, c'est l'agrément PSAN, et justement, il y avait jusqu'ici, jusqu'à ce matin, 0 entreprise en France qui avait réussi à l'obtenir. Et donc là, SG Forge a été la première à inaugurer ça et à obtenir cet agrément PSAN. Alors ça va changer évidemment beaucoup de choses, notamment pour SG Forge, mais l'un des éléments qui pour moi est les plus importants à mentionner, c'est avec l'arrivée du règlement MiCA, la réglementation Markets in Crypto Assets, qui devrait entrer en vigueur en 2024. Cette réglementation, elle inclut notamment un passeport crypto qui fait que toutes les entreprises qui détiennent l'équivalent d'un agrément PSAN dans un des pays de l'Union européenne pourront exercer leur activité dans tous les pays de l'Union européenne. Eh bien, SG Forge, en obtenant cet agrément PSAN, ils ont coché la quasi-totalité des cases nécessaires à l'obtention de ce passeport, ce qui fait que en 2024, lorsque MiCA entrera en vigueur, ils seront énormément en avance sur la concurrence. En fait, ils ont pris une avance assez exceptionnelle et c'est aussi ça qui est très intéressant à mon avis pour eux.
Et ce qu'on retiendra aussi, c'est que ce tout premier agrément PSAN revient à une banque, la filiale de la Société Générale. C'est-à-dire que la finance traditionnelle, là, double tous les acteurs du secteur présents depuis des années, tous les pure players également. Oui, c'est certain, mais c'est absolument pas surprenant. En fait, en réalité, le Web3, c'est avant tout une révolution technologique, permise par la blockchain, les smart contracts, les NFT, etc. Et ça, il y a beaucoup. Il y a certains acteurs traditionnels qui l'ont compris il y a des années, et notamment SG Forge. Donc, qui se renseignent sur ces sujets et qui préparent justement l'avenir. Mais si on couple à ça leur maturité, leur expérience, évidemment qu'ils sont beaucoup plus armés que des acteurs natifs Web3 pour aller obtenir un agrément PSAN, par exemple. Parce que l'un des éléments importants à obtenir pour obtenir l'agrément PSAN, c'est une assurance de responsabilité d'entreprise. Et ça, c'est l'un des éléments qui est souvent mis en avant par les entreprises natives du Web3. Elles n'arrivent pas à l'obtenir parce qu'il n'y a pas d'acteurs actuellement qui sont capables de leur délivrer par manque de confiance, pour d'autres problématiques. C'est beaucoup plus simple, sans vouloir évidemment remettre en cause le fait que SG Forge l'ait obtenu, mais c'est beaucoup plus simple pour une entreprise, un acteur traditionnel finalement, d'obtenir et de cocher toutes ces cases pour avoir l'agrément PSAN. Donc moi, ça me surprend absolument pas. Bon, et dans un instant, Amaury de Tonquédec, notre envoyé spécial, donc au cœur de ce forum crypto organisé par l'ADAN, sera accompagné d'un des pionniers mondiaux de l'écosystème, une des voix françaises les plus connues dans le monde dans l'écosystème Web3. Il réagira lui aussi à ce tout premier agrément PSAN, donc décerné à Forge, la filiale de Société Générale. Je regardais sur les réseaux sociaux tout à l'heure la réaction de la communauté crypto quand même. J'ai vu passer grand remplacement. On a un grand remplacement en cours par la finance traditionnelle, des acteurs historiques des cryptos. Enfin, on sent une forme de peur, d'inquiétude. Le verre est en train d'entrer dans le fruit. Bref, pour les pure players crypto, c'est un peu la honte de voir une banque obtenir cet agrément avant eux. Comment est-ce que vous réagissez à ça ? Non, ça m'étonne pas. Il y a certaines personnes dans cet écosystème qui évidemment voudraient que la finance décentralisée renverse la finance traditionnelle. En réalité, moi je suis assez mitigé sur cette question-là. Pour moi, et d'ailleurs c'était le sujet de ce panel que j'animais ce matin au Web3 Leaders Forum sur le fait que le monde de la finance traditionnelle et le monde de la finance décentralisée ne doivent pas s'opposer. Au contraire, ils doivent se compléter. On parle de SG Forge qui obtient son agrément PSAN, qui s'intéresse aux technologies Web3, qui souhaite embarquer ces technologies pour améliorer leurs services. D'accord, mais c'est une minorité d'acteurs traditionnels qui s'y intéressent. En réalité, si on regarde par exemple 25 ans en arrière avec Internet, les banques à l'époque ne souhaitaient pas forcément utiliser Internet pour améliorer leurs services. Aujourd'hui, c'est inenvisageable qu'on n'utilise pas son application bancaire sur son téléphone. C'est un petit peu pareil avec le Web3. L'innovation, elle ne va pas venir des acteurs traditionnels, elle va venir des acteurs natifs du Web3. Et d'ailleurs, il y a une actualité justement qui va un petit peu dans ce sens-là. C'est une actualité dont on parlait justement hors antenne tout à l'heure, Guillaume, c'est Atlantis. Ça, c'est un gros truc aussi. Ouais. C'est un très gros truc. Atlantis qui obtient alors pas l'agrément, il y en a qu'un seul, mais l'enregistrement PSAN. Ouais, et en fait, c'est un petit peu passé inaperçu avec cette actualité de SG Forge, forcément. Et pourtant, si on grossit un petit peu le trait, c'est le premier protocole de DeFi qui obtient un enregistrement PSAN. Alors, je grossis un petit peu le trait. C'est Atlantis Flow qui est l'une des entreprises qui chapeaute ce protocole de DeFi qui est Atlantis. Atlantis, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils vont proposer des services de lending pour des acteurs institutionnels. C'est-à-dire que ces acteurs pourront emprunter sur la DeFi sans collatéral, mais grâce à des KYC. Et donc, maintenant qu'ils ont cet enregistrement PSAN, ils vont pouvoir aller démarcher et proposer leurs services à des acteurs institutionnels. On ne peut pas imaginer que demain, une banque décide de prendre cette technologie d'Atlantis et l'appliquer elle-même, et la copier et l'appliquer elle-même. Non, ils vont aller justement toquer à la porte d'Atlantis pour qu'ils puissent utiliser cette technologie. Donc finalement, on a un écosystème qui est en train d'innover, qui innove et qui finira, comme vous disiez, dans 5 ans, à peut-être proposer leurs services à des acteurs institutionnels. En plus, comme je le disais, la réglementation, c'est l'institutionnalisation, c'est l'arrivée des institutionnels dans le Web3, mais ils ne vont pas écraser évidemment cet écosystème d'innovation qui est représenté justement majoritairement par des acteurs Web3. Et donc il n'y a pas que Forge à retenir aujourd'hui. Effectivement, Atlantis de son côté, pendant que Forge obtient l'agrément, le tout premier agrément, ce fameux Saint Graal après lequel tous les acteurs crypto couraient, voilà, c'est Forge qui l'obtient le premier, il y en aura d'autres bien sûr ensuite. Bien sûr. Pendant ce temps-là, donc Atlantis aujourd'hui obtient lui l'enregistrement PSAN, ce qui devrait aider la finance décentralisée à se développer auprès des acteurs institutionnels. Exactement, tout à fait. Très bonne conclusion. Ça avance. Juste pour rappeler, que fait Forge qui a obtenu l'agrément? Donc ça sert à quoi Forge dans l'écosystème? Forge, c'est la filiale de Société Générale. Ils font quoi? Ils proposent quoi?
Ils font beaucoup de choses. Ils innovent dans le domaine de la blockchain. Ils travaillent, notamment, ils ont lancé le URCV, qui est un stablecoin euro, il y a quelques temps. Ils avaient obtenu l'enregistrement PSAN en septembre 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et depuis, donc, ils avaient lancé ce stablecoin où ils font beaucoup de choses. Oui, effectivement. Donc Forge, on va suivre aussi au mois d'août, on essaie d'apporter un coup d'avance à ceux qui nous suivent, on va suivre au mois d'août par ailleurs la réponse de la SEC sur le futur, peut-être les futurs ETF Bitcoin, ce dont on parle depuis des semaines, notamment celui de BlackRock. C'est en août que la SEC va rendre son verdict? En août, plus ou moins, s'il respecte les délais. Parce que, pour revenir, c'est vraiment le feuilleton du moment, la narrative, comme on aime bien dire dans l'écosystème Web3, ces ETF Bitcoin Spot, notamment le premier qui avait été déposé en juin dernier par BlackRock, qui apporte d'ailleurs une petite subtilité supplémentaire qui fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus optimiste sur le fait que la SEC pourrait les accepter. C'est ce mécanisme de surveillance partagée avec Coinbase. Bon, malheureusement, Coinbase est actuellement en trouble avec la SEC, qui est l'entité qui est censée justement accepter ces ETF. Bon, les nouveautés dans ce feuilleton, c'est que la SEC a commencé à ajouter ces demandes dans son registre, ce qui signifie qu'elle est prête à étudier et analyser ces demandes. Alors, le délai, c'est entre 45 et 240 jours. 45, c'est le minimum. La SEC a l'autorisation de renouveler ce délai jusqu'à 240 jours. Ce qui fait que on devrait avoir une réponse officielle d'ici le 13 août, mais ça peut aller jusqu'en mars prochain. Sur les espérances, sur les nouveautés, ils ont décidé de les traiter au cas par cas, et ça, c'est un élément un petit peu négatif. S'il avait décidé de traiter toutes les demandes d'un coup, on aurait été plutôt positif. Bon, après, ça ne signifie pas un refus définitif. Lilian Aliaga, toute l'actualité crypto du moment. Pour Cryptos, vous nous accompagnez régulièrement. Merci beaucoup, Lilian. Vous avez accompagné tout au long de la saison et on vous retrouvera avec beaucoup plaisir avec Valentin, bien sûr, Valentin Demey, au cours de la saison prochaine dans ce club BFM Crypto. La newsletter aussi à laquelle chacun peut s'abonner, bien évidemment, newsletter gratuite et apparaître chaque lundi. On retrouve tout de suite, Amaury de Tonquédec, depuis le Web3 Leaders Forum à Paris. Il est notre envoyé spécial au Palais Brognard, puisque c'est la 3e édition de cet événement annuel organisé par l'ADAN. Plus de 500 décideurs publics et acteurs du Web3 au cœur de Paris, qui continue de s'affirmer comme capitale européenne du Web3 et des cryptos. Bonjour Amaury, on vous aperçoit d'ailleurs, Amaury, en bonne compagnie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Effectivement, je suis avec un monument de l'écosystème crypto, Eric Larchevêque. Bonjour Eric. Bonjour. On est ravis d'être ici avec vous. Je rappelle que vous êtes notamment cofondateur et ancien PDG de Ledger. Et c'est drôle parce que là, on est au Palais Brognard, dans la corbeille du Palais Brognard. Ouais, très bel endroit, effectivement. Et à 800 mètres d'ici, il y a le 35 rue du Caire. Et c'est là qu'en 2014, vous avez ouvert la Maison du Bitcoin. C'est, je crois, votre premier projet crypto. Oui. Vous avez eu une bonne intuition parce que des choses depuis, il s'en est passé. La preuve en est avec cet événement organisé aujourd'hui par la DAN. À l'époque, vous étiez persuadé qu'il fallait être présent sur ce marché. C'était il y a presque 10 ans. Comment vous voyez à l'époque le Bitcoin et le marché crypto d'une manière générale? Alors à l'époque, il y avait vraiment que le Bitcoin. On parlait pas de la crypto, on parlait du Bitcoin. Et pour moi, c'était une double révolution. D'abord, une révolution technique qui permet d'échanger des valeurs sur Internet de manière décentralisée, et une révolution monétaire quasiment sociétale, la possibilité d'avoir une forme de monnaie décentralisée dont la banque centrale est un algorithme. Et c'est vraiment ça qui m'avait marqué et qui m'a donné l'envie de vraiment créer quelque chose dans le domaine. Et il était évident qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais pas comment avancer. Et donc j'ai créé la Maison du Bitcoin. On a ouvert ça en 2014, effectivement, dans le 2e arrondissement. Et est-ce que ce qui est devenu le marché crypto aujourd'hui, ce qui est devenu Bitcoin, tout ce qui s'est passé depuis il y a bientôt 10 ans, est-ce que ça correspond à la projection que vous en étiez faite? Oui, alors je n'avais pas une projection extrêmement précise, mais en tout cas, la maturité aujourd'hui de l'industrie correspond tout à fait à ce que je pouvais espérer. Je pense même que c'est allé peut-être plus rapidement que ce que l'on pensait à l'époque. On n'a eu jamais aucun doute sur le fait que le Bitcoin allait devenir une technologie vraiment de rupture et allait avoir un impact quasi civilisationnel sur le monde. Et aujourd'hui, je pense que c'est en passe de se réaliser. Et pour moi, toute une question de temps. Ça va continuer à se développer. À quelle vitesse? Ça, c'est difficile à dire, mais je n'ai aucun doute
je n'ai pas moins de doutes, ni plus de doutes aujourd'hui sur l'avenir du Bitcoin et du marché crypto en général. Et paradoxalement, dans l'histoire de Ledger, par exemple, Bitcoin n'a pas toujours été votre meilleur allié. En tout cas, pour lever des fonds, en 2017, on se souvient avec la Maïf, qui valait mieux parler de blockchain que de Bitcoin, qui apparemment en faisait paniquer plus d'un. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Alors ça a beaucoup évolué, on avait même à l'époque l'impossibilité d'ouvrir des comptes en banque. Notre plus grande difficulté chez Ledger, 2016-2017, c'était d'avoir des comptes en banque parce qu'aucune banque ne voulait travailler avec nous alors qu'on ne faisait même pas du Bitcoin en réalité, on était dans l'écosystème tout simplement. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, on va maintenant dans le bon sens. Je pense qu'il reste encore évidemment des étapes à franchir et une entreprise qui fait du Bitcoin, de la crypto, c'est pas certaine qu'elle pourra ouvrir un compte en banque facilement, mais il y a vraiment beaucoup de progrès, il y a une régulation qui se met en place. Aujourd'hui, on a dépassé les poncifs de dire que le Bitcoin, la crypto, c'est pour financer le terrorisme, c'est le blanchiment, c'est les tulipes, c'est une Ponzi, c'est un système de Ponzi. Non, aujourd'hui, je pense que la critique, parce qu'elle est normale et nécessaire, de Bitcoin et de la crypto, est passée à un niveau quand même de meilleure maturité et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, il y a sur BFM Business, BFM Crypto, il y a beaucoup d'acteurs, d'entrepreneurs du Web3 qui nous écoutent. Quels conseils vous auriez à leur donner aujourd'hui pour lever des fonds dans le Web3 avec ce contexte ? Alors, déjà, heureusement, il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui sont autour du Web3. Il y a le fonds Ledger Cathay, il y a aussi Blast d'Anthony Bourbon qui finance des projets Web3. Donc, il y a des acteurs spécialisés. Donc, on est capable en fait de faire des decks un peu plus techniques qui vont un petit peu au fond des choses. On n'a pas besoin de. Avant, il fallait passer son temps à expliquer Bitcoin avant de passer aux choses sérieuses. Maintenant, on est passé à un autre niveau. Et donc là, je pense que ce qui est important, c'est vraiment être dans l'usage, dans la preuve. Il faut être très concret. Il y a deux types de projets. Soit on est sur vraiment des protocoles, des choses extrêmement techniques, et là, il faut faire confiance à ses ingénieurs. Soit on est sur un projet plus d'usage, et là, il faut faire confiance à son expérience utilisateur, parce que c'est vraiment ça la plus grande difficulté aujourd'hui. Ce qui permettra d'aller plus loin dans l'adoption, c'est l'expérience utilisateur, et c'est ça qu'il faut travailler. Aujourd'hui, on est encore en bear market. On pourrait se dire qu'un bear market, c'est qu'une question de timing, mais quand on est chef d'entreprise, Web3, entrepreneur, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on a des investissements à faire. Pareil, un peu même question, quel conseil vous pourriez leur donner dans leur timing d'investissement notamment, comment s'y prendre ? Alors, le mot-clé là, c'est la patience. Parce qu'on est dans un environnement économique de manière difficile, que ce soit pour les entrepreneurs classiques ou Web3. C'est vrai que la crypto est en bear market, mais on est en bear market d'un point de vue général au niveau économique. Et donc, c'est difficile pour tous les entrepreneurs. Il faut s'armer de patience et surtout, il faut travailler sa marge, son cash, attention aux dépenses. En fait, il faut s'équiper pour l'hiver parce que je pense que le bear market n'est pas terminé. Il y a plein de choses positives qui sont en train d'arriver, mais je pense qu'il faut encore s'armer de patience et faire très attention en fait à bien gérer son revenu, sa marge pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. En parlant de cycle, on a eu un cycle aussi en 2014, un autre en 2017, encore un autre en 2020, 2021. Tous les 3-4 ans à peu près. C'est une histoire qui se répète. À quoi c'est dû ? Alors, c'est dû au halving. Tous les 4 ans, le nombre de bitcoins qui sont émis sont divisés par 2. Et là, c'est un peu l'histoire qui se répète. Et le prochain halving, c'est en 2024. Donc, ça arrive bientôt, d'ici 1 an. Et ma prédiction, c'est que on va aussi repartir en cycle haussier, je pense, à ce moment-là, parce que c'est un peu autoréalisateur, vu que ça est déjà arrivé plusieurs fois. Il n'y a pas de raison que ça arrive, même si les performances passées ne déterminent pas les performances futures. Ça, c'est un système chaotique. C'est important de le rappeler. Voilà, donc on peut quand même non plus jamais rien savoir. Mais il y a ce côté autoréalisateur qui fait que je pense que tout le monde va se réintéresser au Bitcoin à mi-2024. Et ça va être aussi les élections américaines. Il y a aussi les ETF qui arrivent. En fait, il y a plein d'éléments de catalyseurs, des catalyseurs qui peuvent vraiment mettre le feu au marché et faire en sorte que ce cycle haussier qui va arriver soit vraiment assez incroyable. Justement, en parlant de catalyseurs, il y a BlackRock, le leader mondial de la gestion actifs, qui a déposé il y a un mois de ça une demande d'ETF Bitcoin spot. Selon vous, ça, qui êtes dans l'écosystème depuis plus de 10 ans, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Ou alors on est entre les deux ? Alors c'est clairement une bonne chose, parce qu'en plus c'est pas le seul, il y a beaucoup d'ETF qui ont été déposés, et des ETF, ça fait plusieurs années. Le premier, je crois que c'était en 2015 ou 2016 avec les frères Winklevoss. Donc ça fait très longtemps qu'on essaie d'avoir un ETF Bitcoin. Alors pourquoi c'est important, au-delà de l'aspect financier, de rajouter de la liquidité ? Je pense que la bonne nouvelle sur le fait que ce soit BlackRock, un énorme fonds qui fasse ça, c'est que ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle le narrative Bitcoin. Dans les médias,
en fait, l'histoire ne va plus être la même. Aujourd'hui, BlackRock veut que le Bitcoin fonctionne. S'ils ont leur ETF, ils veulent que ça réussisse, ils veulent le vendre. Et donc, ils vont faire en sorte qu'ils vont pousser au niveau du lobbying pour que le Bitcoin soit bien vu dans la presse. Donc on va avoir de moins en moins en fait d'articles dans la presse générale disant que le Bitcoin c'est pourri, c'est pour le blanchiment, c'est contre le climat, et de plus en plus d'articles qui vont dire le Bitcoin est une chance pour les énergies renouvelables, le Bitcoin est une chance pour C'est un peu un les label, populations en voie de développement. Donc oui, ça va pousser. En fait, parce qu'ils ont un lobby, ils ont la possibilité de modifier finalement ce qui est dit d'une manière générale dans la presse. Et donc c'est ça qui est bon pour le Bitcoin, plus que l'ETF lui-même, c'est le fait que toutes ces grandes entreprises qui ont un pouvoir d'influence énorme vont pousser le Bitcoin dans la bonne direction. Donc ça, côté positif, notamment en termes de notoriété, en termes d'adoption. Bon, après, il y a une question aussi qu'on peut se poser, c'est qu'effectivement, via l'ETF, on pourrait nous dire, attendez, prenez plutôt l'ETF plutôt que d'acheter l'actif sous-jacent direct. Ça vous fait pas peur, ça? Non, pas du tout, parce que ceux qui sont vraiment convaincus par le Bitcoin le font déjà d'un point de vue décentralisé et avec une souveraineté individuelle et personnelle. Ça va surtout permettre à des fonds d'investissement régulés qui ne peuvent pas avoir du Bitcoin aujourd'hui parce que c'est très compliqué d'investir. Donc ça va rajouter de la liquidité, ça va rajouter de la pression à l'achat. Mais sinon, en fait, au final, ça n'a aucune importance parce que le Bitcoin, lui, il continue d'avancer. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qui se passe, le Bitcoin, il s'en fiche, en fait. Il s'en fiche de BlackRock, il s'en fiche d'Éric Larchevêque. Il continue, il trace sa voie. Et c'est pour ça que c'est une évidence que ça va continuer de se développer quoi qu'il arrive. Très confiant à l'avenir du Bitcoin. Extrêmement donc, confiant. Ouais. Très rapidement, une des grosses infos de la journée, c'est Forge, la filiale de la Société Générale, qui devient la première entreprise agréée et non simplement enregistrée. Psan, est-ce que vous avez une remarque à faire par rapport à ça? Oui, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que c'est possible d'être enregistré. Je précise que Guillaume et Lilian, effectivement, on parlait juste il y a quelques minutes dans l'émission et content qu'Eric puisse rebondir dessus. Oui, parce que déjà, c'est-à-dire qu'ils l'ont obtenu, donc c'est possible et ça, c'est une bonne nouvelle. CoinHouse avait été les premiers à avoir l'enregistrement et donc là, on va aller encore plus loin en matière en fait de régulation et d'attente. Mais voilà, ça a été fait, donc c'est-à-dire qu'on peut le refaire. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'écosystème et je pense que c'est le premier d'une longue série, même si c'est plus difficile que l'enregistrement, bien évidemment. Très clair. Merci beaucoup, Éric Larchevêque, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondateur et ancien PDG de Ledger. Merci d'avoir été présent à la 3e édition du Web3 Leaders Forum, événement annuel organisé par la DAN, et d'avoir été avec nous dans le club BFM Crypto. Merci beaucoup. Guillaume, l'antenne est à vous pour la suite de BFM Bourse. Amaury de Tonquédec, notre envoyé spécial. Merci Amaury, fan de crypto effectivement, et avec nous chaque jour pour nous aider aussi à construire et préparer quotidiennement ce club BFM Crypto. Amaury de Tonquédec et son invité bien sûr Éric Larchevêque, le patron de Ledger.